Et je l'ai encore vu dans l'épisode précédent. Quand tu touches l'ego des hommes, certains même deviennent violents. Je vois tellement de traders lancer un challenge propre firme, sans même connaître le drawdown de leur stratégie. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui sélectionnent leurs risques en fonction de leur confiance. Ce setup me semble bien, donc je monte mon risque. Celui-ci, je ne le sens pas, je baisse mon risque. On se retrouve aujourd'hui pour redécouvrir le parcours de Sophie. Donc vous le savez déjà, Sophie est déjà venue sur la chaîne YouTube. Et si le premier épisode t'intéresse, tu pourras tout simplement le retrouver en haut à gauche ou en haut à droite de cette vidéo. Et aujourd'hui donc Sophie, on va parler de ton évolution, donc depuis la dernière fois, de ton niveau actuel et surtout de tous les conseils que tu peux partager à la communauté. Parce qu'encore une fois, comme je le dis souvent, mais tu es, je pense, une des femmes les plus constantes et performantes aujourd'hui sur le trading francophone. Et j'espère tout simplement que les personnes vont pouvoir prendre de tes conseils, prendre de ton expérience et te permettre simplement d'atteindre la rentabilité le plus rapidement possible sur les marchés. Merci Benjamin, c'est super sympa de m'avoir invité. Encore un plaisir de tourner avec toi. Donc moi c'est Sophie, je vais me représenter rapidement. Donc j'ai 30 ans, moi, ça fait à peu près 5 ans que je fais du trading, un peu plus maintenant. Du coup la dernière fois qu'on s'est vu c'était il y a un peu plus d'1 an. Et la dernière fois je venais à peine d'obtenir en tout cas mon compte financier. C'était un compte financier 10K à l'époque. Donc j'avais fait on va dire du trading démo avant, du trading réel. Et après j'avais fait du coup obtenu mon compte propre firme 10K. Et là maintenant donc on est aujourd'hui. Un peu plus d'1 an après, et j'ai actuellement donc, sur FTMO un capital financé de 300K. Et là, je suis en train d'obtenir, et je suis en train d'essayer en tout cas de passer le dernier challenge pour atteindre l'allocation maximum de 400K FTMO. Et du coup, Sophie précise bien que tu n'as pas fait donc démonstration directement de propre firme, mais tu as bien passé donc un temps assez longtemps en réel qui t'a permis simplement de faire ton expérience et entraîner surtout ta psychologie monétaire, on va dire, avant de passer au propre firme. C'est ça, voilà. En fait, j'ai fait une phase de démonstration qui a duré environ presque 1 an. Le but, c'est vraiment de tester la stratégie, de la maîtriser, de l'apprendre. Donc, essayer de ne plus avoir d'erreurs au fur et à mesure du temps. Une fois que tu maîtrises ta stratégie, que tu as été corrigé, que tu ne fais plus d'erreurs, là, du coup, je passais en réel. Et cette phase de réel, donc c'était sur un petit compte réel, petit compte de 1 000 € sur un courtier, donc un compte propre. Et là, j'ai toujours effectué, donc suivi la même stratégie. J'utilisais la double structure, donc ta stratégie. Et donc cette stratégie, je l'ai suivie, je l'ai utilisée sur ce compte réel, toujours pendant un certain nombre de mois. Donc j'ai dû passer au moins 4, 5, même, voire 6 mois en réel. J'ai vu que du coup, ça ne m'impactait pas psychologiquement, les pertes ne m'impactaient plus, les gains pareil, je voyais ma progression au fil du temps. Et c'est à ce moment-là, donc au bout de presque 1 an, 1 an en réel, toujours sur le petit compte propre, c'est là où j'ai commencé du coup à passer en propre firme et à me lancer dans les challenges FTMO. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que généralement, on est dans, on va dire, une société où ils veulent aller rapidement et ils font démonstration. Ils maîtrisent même pas encore un peu la stratégie, ils pensent déjà à acheter un premier compte propre firme comme si c'était la solution, alors que les propres firmes, comme on a dit aussi, tu l'as vu dans l'interview avec Ricardo, c'est réservé à une élite. Et c'est pourquoi la chronologie, c'est compte démo, maîtrise, ensuite compte réel pour habituer sa psychologie aux chiffres. Et une fois que tu maîtrises la stratégie, que ça va, tu fais de l'argent, mais tu voudrais plus d'argent, alors là, oui, les propres firmes sont intéressantes, mais quand tout est déjà maîtrisé. Et c'est pas l'accès rapide, ok, propre firme directement. Donc c'est bien la chronologie que tu fais. D'ailleurs, on invite tout le monde à faire ce genre de chronologie qui est beaucoup plus facile à gérer que directement passer en propre firme après la phase de démonstration. Oui, je suis totalement d'accord. Et surtout, les propres firmes, il y a extrêmement beaucoup de règles qui sont strictes. Donc, c'est vrai que si tu commences directement en propre firme, c'est un peu voué à l'échec. Il faut vraiment que tu apprennes à maîtriser ta stratégie, déjà maîtriser le trading réel, comprendre les swaps, les frais, avant de pouvoir passer du coup en réel sur propre firme. Tu as tout dit, et ce qui est bien, c'est que tu as le réel, donc frais swap, etc., les frais réels, et en plus, tu ajoutes les règles de la propre firme. Donc ça fait encore des règles supplémentaires, et ça fait, on va dire, une difficulté simplement supplémentaire qui tranche encore plus. C'est pour ça qu'il y a moins de personnes rentables en propre firme que sur compte réel. C'est pour ça que généralement on dit que c'est l'élite, et que le compte réel est beaucoup plus accessible sur la majorité, et le compte propre firme est beaucoup plus minoritaire de par les règles qu'il produit. Alors, tu nous as dit que depuis peu, tu avais donc passé 3 challenges à 100K et tu as eu bientôt maintenant ta max allocation. Tu es sur le dernier challenge à passer et tu as généré donc un bon payout, on va dire, cumulé sur l'année 2025 qui est très intéressant. Je crois que c'est 23 000 quelque chose comme ça. C'est De ça, oui. toute façon, on le laissera à l'écran, vous pouvez scanner le QR code, c'est bien réel. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que tu as un peu atteint ce que les gens rêvent d'avoir en première partie, en premier objectif du trading, c'est-à-dire une rente mensuelle assez intéressante pour potentiellement avoir plus que le salaire moyen français. Et je trouve ça trop motivant pour les personnes qui te suivent depuis longtemps, où vraiment c'est se dire que ok, cette personne-là a suivi une stratégie, elle a fait le cursus comme expliqué,
C'était pas si compliqué que ça, c'est juste ça a demandé du temps, de la discipline et la différence entre toi et quelqu'un qui a essayé de faire la même chose mais qui n'a pas réussi, bah, c'est simplement qu'elle a pas suivi à la lettre et elle a pas répété, répété, répété. Donc, comment tu as fait pour obtenir ces 3 comptes? Tout ce que tu as à dire par rapport à ça et l'argent aussi que tu as pu générer et qu'est-ce que ça fait dans ta vie d'avoir une nouvelle source de revenus, complémentaire? Ouais, déjà, le passage en propre firme, donc c'est vraiment un cap. Quand tu passes de compte réel, compte propre à compte propre firme, tu passes vraiment, on va dire, un niveau au-dessus. Parce qu'il va falloir que tu arrives à maîtriser les règles, donc les règles de drawdown max. Donc, tu as le drawdown max journalier et le drawdown max maximum. Il ne faut pas que tu perdes plus de moins 10% sur ton compte de trading au total. Sachant que la propre firme, elle te donne un compte qui est fictif. C'est pas, on ne te donne pas 100 000 euros. Voilà, c'est vraiment un compte fictif. La propre firme, elle va vraiment te donner, te prêter, on va dire, l'argent. Et tu vas devoir trader avec ce capital. Sauf que ce capital-là, si ta taux de perte maximum elle est de moins 10%, c'est comme si tu venais à, on va dire, à trader avec un capital de 10 000 euros ou 10 000 dollars. Donc c'est totalement différent. C'est pas comme si tu tradais avec ton vrai capital. Ça, c'est bien à prendre en compte. Moi, c'est vraiment on va dire, le critère que j'ai pris en compte dès le départ. Je me suis basée sur ce critère-là pour me dire, ouais, je ne trade pas avec 100 000 dollars, mais je trade plutôt avec 10 000 dollars. Ça, même mentalement, psychologiquement, ce sera beaucoup plus simple de se dire que tu trades avec un capital qui est moindre. Sur un compte propre, tu peux perdre au maximum jusqu'à 100% de ton capital. Sauf que sur la propre firme, tu perds au maximum 10% de ton capital. C'est intéressant ce que tu dis parce que généralement, tu connais le principe de OK, quand tu débutes, bah, commence par risquer 1%. Tout le monde l'assimile, money management, OK, tu risques combien? Tu risques 1%. Le problème, c'est que les gens prennent cette règle aussi sur les propres firmes et arrivent sur les propres firmes, OK, tu vas risquer combien? Bah, 1% de mes 100 000. Sauf que 1% des 100 000, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le drawdown max est de 10. Du coup, bah, si tu perds 10 trades, tu n'as plus de compte. À l'équivalent, comme tu disais, si tu as 10 000 euros de capital propre, c'est comme si tu risquais 10% par trade, ce qui fait énormément C'est d'argent, quoi. énorme. Ce qui fait, bah, 10 trades, tu as perdu ton compte, bah, cramé l'intégralité de ton capital. Et c'est pourquoi, bah, généralement, bon, les gens ils commencent à être éduqués sur le sujet. Mais quand tu rentres sur une propre firme, tu t'es dit que, OK, si je prends un 100K, bah, je vais baser mon money management sur 10K. Si j'ai 400K max à lock, bah, je vais baser ça sur 40K. Tu vois. Et c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement parce que simplement, sinon, tu n'auras pas bah, la psychologie pour tenir. En fait, 10 trades perdants, tu n'as plus de compte alors que tu as investi un 100K, c'est combien? C'est 540 euros. Là, tu vois, si tu commences à avoir multiples comptes et que je sais pas, tu connectes tes comptes en même temps, bah, ça fait pas mal d'argent perdu juste parce que tu as risqué beaucoup trop d'argent. Surtout qu'on en parlera après, c'est pas la stratégie pour pouvoir réussir sur les profils, mais au contraire, moins tu risques, plus tu as de chances de tenir sur le long terme. C'est ça. Je pense qu'il y a une balance à avoir. Il faut se dire, est-ce que ton but, c'est de garder ton compte le plus longtemps possible? Ou alors, est-ce que tu es prêt à risquer plus, mais pour gagner plus, potentiellement, si tu maîtrises ta stratégie et que tu es dans une bonne période de ta stratégie aussi, sauf que c'est à double tranchant. Tu peux perdre ton compte plus rapidement. Donc après, si tu as le capital pour et le temps aussi, parce que si tu perds un compte, tu es obligé de repasser un autre challenge, une autre vérification, donc ça prend beaucoup plus de temps que de garder un compte, on va dire, sur le long terme. Et c'est cette partie-là, donc c'est extrêmement important à prendre en compte, c'est ton choix. Donc c'est vraiment, soit tu choisis le camp agressif, soit le camp un peu plus calme, tranquille. Et moi, j'ai plutôt choisi du coup le camp calme, où donc j'ai risqué un peu moins. Du coup, j'ai pas fait 1% par position. Si tu as 10 trades consécutifs qui font SL, dans ce cas-là, tu perds ton compte. C'est-à-dire, c'est pas satisfaisant vis-à-vis de ma stratégie, du drawdown max aussi de ma stratégie. Donc, ce que j'ai fait, c'est plutôt risquer moins. En l'occurrence, je suis à 0,5% par position, ce qui me permet d'avoir une marge de 20 trades perdants. Ok, c'est intéressant ce que tu dis parce que vrai, il y a deux versions. Alors, il y a même trois versions, je dirais. Il y a la première version, comme tu dis, safe, où tu veux respecter le drawdown de ta stratégie. Donc, tu dis, ok, le drawdown est par exemple 10%, bah vas-y, je vais risquer 0,5, comme ça j'ai 20 trades et ok, je suis safe. Deuxièmement, il y a la personne qui connaît quand même son drawdown. Donc, on parle d'une très minorité, connaît son drawdown, mais qui quand même a beaucoup d'argent de côté, va vouloir risquer plus parce qu'en fait, il s'en fiche royalement de perdre son compte. Ricardo, par exemple, tu vois. Ricardo qui va mettre plus d'argent parce qu'en fait, il sait ce qu'il fait. Et du coup, comme il risque plus, il dit qu'ok, si je le perds, bah, je vais relancer un dans la foulée. Parce qu'en fait, lui, son but, c'est d'avoir le compte financé le plus rapidement possible. Et une fois qu'il y a ce compte-là, après, il va réduire du coup son risque pour revenir tout simplement à sa stratégie de base. Mais c'est vrai que, bon, généralement, trois quarts des cas, il risque plus sans savoir le drawdown et il crame le compte. Mais ouais, il y a trois types de profils. Mais le mieux, c'est celui que tu utilises, même si c'est celui qui demande plus de patience. Parce que bah, le compte Profium, tu peux le traîner 2, 3 mois, 4 mois avant même que tu obtiennes le compte. Enfin, pour les débutants, c'est plus chiant, mais c'est la solution la plus facile si tu veux pas perdre d'argent inutilement et si tu veux vraiment avoir un compte le plus sûr possible, même si c'est jamais sûr, mais c'est le plus sûr possible, c'est de faire cette façon-là. Alors qu'avec un compte, si tu risques beaucoup plus que ton drawdown, alors certes, ça peut arriver très vite du coup, parce que ça tombe si ta stratégie est dans cette période de gain,
Ça peut arriver très vite. Mais par contre, si tu es dans une période de perte et qu'à chaque fois que tu relances ce compte, c'est ça, bah en fait, tu n'auras jamais ce compte-là. Donc, c'est deux types de choix différents. Toi, tu as choisi le choix le plus logique, le plus safe et celui qui, je pense, va permettre au plus de gens de se prendre des comptes propres firmes. De toute façon, il y a quelque chose à se dire, de toute façon, tu le sais. Plus tu laisses de temps à ta stratégie, avoir de trade pendant ton challenge, plus elle a de chances de développer son avantage et de le prouver, quoi. Moins tu vas risquer, et ça peu importe la stratégie, moins tu vas risquer, plus tu as de chances d'être rentable sur le long terme, si bien sûr tu as un avantage avec ta stratégie. C'est ça. Après, il faut voir long terme. C'est vraiment ta stratégie, ça s'étaler tout au long de l'année, et tu sais jamais sur quel mois ça va tomber, le fait qu'elle soit profitable ou non profitable. Donc plus tu baisses ton risque, plus du coup ta stratégie elle a le temps de montrer sa performance. Et ça c'est vraiment du coup ce que j'ai choisi en tout cas. J'ai choisi ce camp-là pour la partie propre firme. Et pour l'instant ça se passe bien. Donc, c'est le principal. Ok, du coup, Sophie, on continue et j'ai une question à te poser. Selon toi, c'est quoi la meilleure stratégie pour réussir en propre firme aujourd'hui, surtout pour un débutant? Pour un débutant, je dirais que c'est plutôt une stratégie avec un win rate élevé. Psychologiquement, et, le débutant, il aura plus confiance, on va dire, même dans sa stratégie, en son trading, s'il a des trades qui passent donc, le plus souvent possible. Quand tu as un win rate élevé, donc ça peut être 60, 70 ou voire 80%, mais là c'est vraiment Beaucoup quand c'est même. très rare quand Déjà même. 50-55, Donc c'est déjà déjà ok, quoi. 50, déjà c'est déjà bien, et 50. Plus tu as un win rate élevé, donc plus tu as un trade sur deux par exemple qui passe. Donc psychologiquement, ça t'entend moins. Ton trading se passera mieux et au fur et à mesure du temps, donc les propres firmes, tu verras aussi on va dire, les gains au fur et à mesure du temps. Si tu as un win rate ou tu as une stratégie qui a un win rate de 30%, donc là, ça veut dire que potentiellement, tu peux avoir 3-4 trades d'affilée qui vont faire stop loss. Donc psychologiquement, ça peut être impactant. Ou si tu as un risque qui n'est pas cohérent avec ta stratégie, ça peut être très impactant et ça peut même t'amener à perdre ton compte, Ouais. surtout pour les débutants. Bah, regarde simple, on disait que les personnes qui tradent 1% sur une propre firme, s'ils ont une stratégie avec un win rate de 30% et que par exemple on a 7 trades d'affilée perdants, est-ce que la personne va réussir à tenir 7 trades perdants consécutifs sans faire d'erreur ou sans changer son plan ou trois? Je sais pas, c'est pas possible en tant que débutant bien sûr, hein, c'est pas possible. Il lui reste 3 trades, elle s'est dit ok, encore 3 trades, je vais potentiellement perdre l'argent que j'ai dépensé dans ce compte propre firme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont tenir, surtout les débutants. Donc comme tu dis, moi le meilleur conseil c'est vraiment avoir un win rate élevé. Donc 80%, c'est plus d'utopie que la réalité. Mais plus élevé, mieux c'est. Parce que tout simplement, il y aura moins de grandes phases perdantes. Et où toi, tu sais, tu as déjà utilisé des stratégies qui ont des win rates de 10-20%. Et du coup, bah, tu dois tanker potentiellement, absorber des longues périodes de perte. Et ce qui fait qu'un débutant, c'est impossible pour lui, tu vois. À part juste douter, avoir peur, non. Donc ouais, c'est le bon conseil, comme tu dis, en propre firme, bon, même en compte réel en général, hein. Un bon win rate pour démarrer le trading, c'est intéressant. Après, les ratios, c'est facultatif, donc bien sûr, il faut quand même des bons ratios, 1 pour 2, 1 pour 3, tout ce que tu veux. Plus t'en as, mieux c'est. De toute façon, c'est un ratio, hein. Tu peux pas avoir un win rate de 90% avec des ratios de 1 pour 10. Sinon, en un an, tu serais milliardaire, quoi. Mais d'avoir des bons ratios avec un bon win rate, c'est intéressant. Mais plus favorisé pour un débutant, du coup, le win rate que le ratio. Là où, généralement, sur Internet, les gens, ils préfèrent, bah, tu vois, avec ICT, SMC, etc., avoir des ratios beaucoup plus élevés, 6, 7, 10, 12, avec un win rate moins élevé, ce qui colle pas du tout aux débutants, tu vois. Ok, ça peut fonctionner. Bon, bien sûr, c'est la stratégie a un avantage, mais dans la plupart des cas, un débutant ne peut pas pratiquer ce genre de méthode parce que 7 trades d'affilée consécutifs comme ça, 7 trades perdants, un trade gagnant, 7 trades perdants, pas beaucoup de débutants peuvent le supporter. Donc, quand tu es expert, pourquoi pas? Si c'est ta méthode et que tu arrives à gérer, que tu comprends du coup les probabilités de ta méthode et son avantage, ok. Mais 3 quarts des débutants ne peuvent pas pratiquer ce genre de méthode et plus donc aller, bah, tu es d'accord avec moi, mais sur un win rate plus élevé, qui est beaucoup plus facile à accepter psychologiquement, je pense. C'est ça, je suis entièrement d'accord. Ouais. Du coup, on continue. Et Sophie, tu m'as listé des erreurs que tu as pu rencontrer chez pas mal de traders avec qui tu as pu discuter, des rentables, pas rentables, avec différentes méthodes. On va les lister et à chaque fois, je te laisse énumérer pourquoi du comment. Donc déjà, premièrement, l'erreur, changer de stratégie à chaque fois que la stratégie est en drawdown. Pourquoi aujourd'hui c'est un fléau? Ça, du coup, c'est un fléau parce que tu as commencé à trader une stratégie. Donc, une stratégie, de base, c'est basé sur des probabilités. Donc, les probabilités, c'est quasiment de la chance et des mathématiques. Donc, tu bases, on va dire, ton trading, tes gains, ton argent, sur quelque chose qui est potentiellement, on va dire, de la chance. Donc, si à chaque fois tu vas trader une stratégie, tu tombes sur un moment où c'est le drawdown, tu vas perdre de l'argent. Sauf que le drawdown, tu ne vas jamais savoir quand il va s'arrêter. Il peut très bien s'arrêter. Bien sûr, tu connaîtras peut-être, donc si tu as un backtest, le drawdown max de ta stratégie, tu pourras te fier au drawdown max. Par contre, si tu as un backtest ou tu n'as pas de backtest, même où tu ne connais pas le drawdown max, c'est pas du tout quand du coup le drawdown peut s'arrêter potentiellement, historiquement. Et aussi, comme pour ajouter ce que tu as dit, tu sais jamais quand ça arrive.
C'est ça. Tu sais jamais quand ça arrive et tu sais jamais combien de temps ça va durer. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense que vraiment, sans te couper, mais c'est vraiment un des pires trucs que je vois, hein. Même dans notre académie et tout, où tu vois par exemple quelqu'un qui va trader pendant 2 semaines sur une méthode, douter et vouloir changer de méthode. Mm. Alors qu'en soi, ça tombe, il est arrivé au moment où c'était la mauvaise période. Et ça tombe, il va partir sur une autre méthode, qui cette méthode va montrer aussi du drawdown, tu vois. Et surfer Ouais. que sur des méthodes en drawdown et... Pour moi, c'est quasiment la pire erreur possible parce que le débutant, il va s'arrêter à un moment donné, il va commencer une autre stratégie et s'il tombe sur le mois le pire de la stratégie, il va vouloir encore changer de stratégie. Ça se trouve, ça va être une troisième fois. Du coup, la stratégie, elle va pas fonctionner. Donc, il va perdre encore plus d'argent. Et ça va être la roue infinie, en fait. Ça va jamais s'arrêter. Ouais, c'est vrai. Alors que s'il restait stable sur une seule stratégie, ça se trouve, le premier mois, il serait peut-être en négatif. Le deuxième mois, BE. Et le troisième mois, en positif. Au fur et à mesure du temps, il pourra laisser la stratégie s'ouvrir et montrer qu'elle est profitable. Et si on devrait prendre un exemple pour schématiser un peu ça, c'est quelqu'un qui commence le trading par exemple en janvier, il subit par exemple une phase de drawdown sur le premier mois, deuxième break-even, après par exemple, je sais pas moi, encore du drawdown, enfin quelque chose de mauvais, bon il y a des petits trades gagnants, du coup il y a en break-even, etc. Mais ça tombe, il va arrêter cette stratégie-là parce qu'il y a eu 2 mois, 2 mois et demi pas terrible, et ça tombe le reste de l'année, c'est une stratégie de fou qui va apporter de la performance super formée, x3, x4 l'indice de référence, et enfin, tu vois, beaucoup de gens ratent généralement les profits et l'avantage de leur stratégie parce qu'ils veulent voir du résultat à court terme, tu vois. Ah, c'est ça, mais même on peut citer un exemple avec la double structure. L'année dernière, par exemple, on a eu un mois où on a fait quasiment un tiers des performances de Ouais, un l'année. tiers des performances Ouais, en un mois. Donc il suffit que le débutant, le mois d'avant, ils sont en drawdown et qu'ils perdent de l'argent, il se dit je vais arrêter. Sauf que le mois d'après, il aurait fait Un quasiment tiers. un tiers des performances de l'année. Et du coup, c'est ce qui est bien ce que tu dis, c'est que du coup, si tu n'appliques pas ta stratégie toute l'année, tu peux manquer des opportunités qui peuvent simplement la rendre rentable en fait. Parce que là, par exemple, si tu tradais pas le mois en question, tu perdais un tiers de la rentabilité. Et entre un trader qui applique la stratégie de janvier à décembre et un trader qui s'est dit que ok, c'est les vacances, je trade pas, il a raté un tiers du profit de la stratégie, tu vois. C'est ça. Donc ouais. Juste appliquer sa stratégie de janvier à décembre en respectant l'avantage avec son profil de trader. Et c'est ce qu'on va donc bien sûr parler juste après. Pourquoi, selon toi, avoir une stratégie de trading, c'est pas compatible avec tout le monde? Enfin, comment expliquer ça? Une personne X ne peut pas avoir toutes les stratégies parce qu'on a chacun une vie différente et un profil de trader différent. C'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs points sur ce sujet-là. Tu as de l'aspect personnalité déjà, et après tu as l'aspect vie personnelle. Déjà, la partie personnalité, je pense que si tu as un tempérament qui est plutôt je sais pas, agressif ou pas très calme, si tu pars sur une stratégie qui est swing, là, je pense que si tu as un trade par semaine, tu risques peut-être de péter un plomb. Je te jure. Ça va pas du tout te correspondre. Alors que si tu pars sur une stratégie type scalping, ou en tout cas quelque chose qui est plus dynamique, peut-être que ça te correspondra mieux. Et, après, il faut vraiment jauger en fonction de la personnalité de chacun. Mais et si à l'inverse, si tu es plus calme et que tu es prêt à attendre et que ça ne te pose pas de problème d'attendre des trades, je sais pas, 2 trades par semaine ou 5 trades par mois, là, du coup, l'aspect swing, le trading swing peut être plus compatible avec ta personnalité. Ça me fait rigoler parce que je repense à un truc et généralement en double structure, sur des temporalités comme par exemple 1 heure, la première structure elle se crée, la deuxième structure elle se crée et un débutant qui m'avait envoyé un message, il m'a marqué tiens regarde Ben c'est mes opportunités et genre il m'a tagué genre une semaine après et marqué tu sais, genre dégoûté parce que toutes ces opportunités, pas ils ont SL hein, mais ils étaient invalidées, tu vois, c'était parti un peu dans l'autre sens. Et en fait, vraiment, ouais, comme tu dis, il y a des personnes qui ont cette personnalité incompatible de faire du swing trading parce que voir leur setup apparaître, le tracer, l'attendre et qui s'invalide, ça frustre beaucoup de gens. Et ces gens-là, il faut juste les envoyer en scalping ou en day trading sur des temporels où ça va vite et au moins ils ont vite la décision parce qu'ils ne sont pas capables de voir une opportunité, enfin une potentielle opportunité évoluer 2 semaines pour au final s'invalider. Ils acceptent pas ça du tout. Tu vois. Mais du coup, quand on parle de profil, c'est quoi du coup les invités vont se demander c'est quoi ton profil pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo. De toute façon, tu n'as pas changé de profil, mais réexplique-le et pourquoi ça se colle à toi, parce que tu as un travail, etc. Explique tout. C'est ça. Alors moi, je suis en profil donc, type swing tradeuse. C'est une stratégie donc, qui se base sur du swing, sur des temporalités de M30 ça peut aller jusqu'à 4 heures, on va dire. Donc c'est des trades qui peuvent arriver. Donc tu peux avoir 1-2 trades par semaine. En général, en moyenne, j'ai 5 trades par mois, 5 à 10 maximum. Donc tu peux ne pas avoir des trades tous les jours. Ça s'allie bien avec mon travail. Donc, moi, j'ai un travail type en bureautique. C'est quoi tes heures de travail pour au moins les Là, gens je puissent fais, s'identifier à toi? Je fais à peu près 9h, 18h. Ok. Donc c'est vraiment un travail bureautique, derrière un bureau. Donc je peux avoir accès, on va dire, à mon téléphone, mon ordinateur. Ça pose pas de problème. Donc si j'ai besoin de prendre un trade pendant la journée, alors parfois je peux ne pas être disponible instantanément. Donc c'est vrai que les unités de temps court type M5, M15, ça me correspondra pas. C'est pas possible de toute façon. Ça sera pas possible. Par contre, si c'est du 1 heure,
par exemple, j'ai 1 heure pour prendre position, ça, c'est totalement faisable. Donc ça me correspond très bien. Donc, quand tu as un travail, moi, j'ai un travail à côté, donc ça me permet de trader en même temps à côté de mon travail. Ça, le swing trading correspond totalement, ouais. Ok, ouais, c'est très intéressant parce que bah, du coup, tu as le salaire de ton travail basique qui est fixe, qui lui va te permettre d'être stable émotionnellement, parce qu'on n'en parle pas assez. Et à côté, du coup, bah, tu as le trading qui lui te rapporte aussi des revenus. Tu sais pas quand les revenus vont tomber, mais tu sais que ta stratégie elle a un avantage. Et là, bah, comme on a dit avec le payout qu'on avait mentionné précédemment, ça te permet tout simplement de soit de doubler tes revenus, soit d'accorder un très bon complément de revenus. Je trouve ça incroyable parce que tu as un côté ultra fixe où tu sais que ton contrat est béton et que voilà, tu vas rester dans l'entreprise longtemps et du coup, tu as une source de revenus qui va servir pour bah, les charges fixes, les charges que tu as tout le temps et que tu devras tout le temps payer, tu vois. Avec le trading, tu pourras pas les payer parce que ça tombe, tu devais les payer en mars, mais t'as pas eu de payout ce mois-ci parce que la stratégie est en drawdown. Pas grave, tu as ton job qui va couvrir tout ce qui est fixe, tout ce qui est essentiel à ta vie. Et derrière, bah, tu as cette activité qui te permet d'avoir des gains sur l'année. Tu sais pas quand, mais sur l'année, du coup. Et je trouve ça, bah, de toute façon, tu sais très bien mon avis sur le sujet, mais le deal est parfait, tu vois. Travail plus trading, c'est parfait. Que trading, c'est compliqué psychologiquement. Ça. Voire même impossible si t'as pas beaucoup d'argent. Et même, on peut prendre du coup l'exemple inverse. Quelqu'un qui aurait un travail et qui veut faire du day trading, qui traderait de, je sais pas, de 8h à 18h. Sauf que derrière, il a un travail. Il va devoir gérer professionnellement son travail. Il aura une charge mentale liée à son travail. Et en plus, la charge mentale et psychologique du trading. Ouais. Et je pense que ça, c'est... Ouais, Si tu mélanges les deux, alors soit ton travail il tombe à l'eau, soit ton trading il tombe à l'eau. Ouais, c'est ça. Mais peux pas faire j'ai les deux en jamais même temps. connu quelqu'un tu sais, qui a réussi, qui travaille en même temps de faire du day trading avec son téléphone entre les. C'est pas possible. Enfin, tu vois, ça peut marcher de temps en temps, tu sais, sur une pause, il se cache aux toilettes, il prend son trade et tout, mais sur le long terme, ça peut pas fonctionner, tu vois. C'est ça. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en plus, 3 quarts des personnes veulent faire du day trading. Parce que je connais beaucoup de personnes, enfin même en général, le profil type, c'est j'ai vu du trading, c'était comme ça, sur un écran d'ordi, c'était un peu vite, rapide, je prends des positions. Ils adorent le day trading, les gens. 3 quarts du temps, plus 90%, à faire du swing trading que du day trading. Et les gens veulent absolument faire leur day trading, ouverture US, ouverture Londres, enfin tu vois, ils adorent ça, alors qu'en vérité, c'est pas ce qui apporte le plus de résultats. J'ai une question à te poser. C'est quoi pour toi la métrique la plus importante en trading? Bah, je pense que c'est le temps. Moi, en tout cas, je dirais le temps. Ouais, Parce que logique. c'est vraiment le temps, t'as 24 heures dans une journée. Donc tu peux pas arrêter ta journée, c'est 24 heures, c'est tout. Mais du coup, pourquoi vraiment le temps en trading, c'est vraiment autre tu vois, ton métier à Ouais, toi, tu as du temps, tu l'échanges contre de l'argent, là où le trading, c'est complètement différent. c'est ça, parce que t'es pas sûr de gagner d'argent. Voilà, Donc tout simplement, tu si vois. tu te donnes 8 heures par jour à faire du trading et au final, tu perds de l'argent, C'est grave quand même. c'est grave. Alors que ton Et travail, il te fait gagner de l'argent. mm, Même si tu fais 8 heures par jour ou 10 heures par jour. ça, c'est vrai, moi, ça me fait rigoler parce que des gens ne le comprennent pas. En fait, ils oublient le monde du travail général et sont prêts à accorder plein d'heures d'analyse, exécution, tout. Et au final, ils se retrouvent à 8 heures par jour cumulées sur la semaine, cumulées au mois et finissent à break-even. Et en vrai, c'est compliqué parce que tu fais les mêmes choses en intérim, tu gagnes 3 000 euros, quoi. Enfin, avec la même intensité parce que généralement, quand les gens font du trading, ils le font en plus un peu par passion, tu vois. Et personne les force. Ils sont derrière tout seuls, c'est pendant leur hobby. Ils sont derrière leur écran, ils cherchent, etc. Enfin, tu vois, ils bossent sérieusement. Tu donnes la même implication dans un intérim, tu fais 3 000 euros, tu vois, et tu fais pas mal d'argent. Là où tu peux finir en trading avec zéro, moi même en négatif, quoi. Et bah, c'est pour ça, c'était pas une question piège parce que je savais que tu allais répondre. Mais le temps, c'est vraiment la métrique à jauger et à mesurer le plus souvent et la plus importante, en fait. C'est pas combien tu as gagné en trading, c'est combien de temps tu as utilisé dans ton trading, tu vois. Parce qu'après, tu le compares. Les gens, ils aiment bien, tu sais, comparer la performance d'un trader avec le S&P. Ils disent, OK, tu as gagné plus de 10%. Ah bah, tu as un trader rentable parce que tu as battu l'indice de référence. Mais après, ils prennent pas aussi le temps. Tu as gagné combien en trading cette année? Bah, j'ai gagné 1 000 euros par mois en trading. Donc, tu sais, il y a faire un payout de 13 000, 16 000 euros annuels. Ça t'a pris combien de temps? Bah, 8 heures par jour. Il y a un petit problème, tu vois, niveau temps. Tu aurais peut-être gagné plus d'argent avec autre chose que trading, moins chiant, tu vois, enfin, Ouais, c'est sûr. beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est aussi quelque chose à ajouter. Je l'avais jamais dit et j'aime bien tu sais, la comparaison, là où on le fait avec l'indice référence pour les performances annuelles, mais aussi le temps. Est-ce que le temps que tu as accordé, tu n'aurais pas donné plus dans le salariat ou dans un intérim ou un job quelconque, tu vois, ou dans un business? Parce que si tu passes plus de temps, c'est pas intéressant, tu vois. Tu peux faire l'analogie avec le S&P 500. Si tu investis en bourse sur S&P 500 tous les mois, ça va te prendre peut-être 15 minutes par mois. Encore. Ouais, encore, Mm. maximum. Ouais. Et tu vas gagner quand même du coup, plus de 10% par an. Donc il y a ceci à prendre en compte. Ouais, c'est ça. Et si je devais dire quelque chose, vraiment, et je pense que bah, Ricardo et toi, vous êtes d'accord avec moi, c'est que le trading est la seule activité aujourd'hui qui te permet de générer des revenus intéressants, long terme, en dépensant zéro temps, vraiment pas beaucoup de temps du tout. Soit tu vas automatiser tes process, donc par exemple, double structure, tu vas utiliser des indicateurs, zone de prix automatique, enfin tu vois,
des scanners, tout simplement, pour détecter pour toi les opportunités pour pouvoir trader, ou alors automatiser carrément la stratégie. Mais le trading te permet aujourd'hui de gagner de l'argent annuellement. Donc, bien sûr, quand ta stratégie est profitable et qu'elle déploie son avantage à l'année, mais sans utiliser de temps. Et ça, c'est trop important. Et pourquoi, du coup, se concentrer uniquement sur ce qui donne du temps? C'est parce que les gens, je pense, ils associent trop, bah, tu sais, les gens qui vont à la salle de sport, etc., qui se disent, OK, bah, je vais dépenser tant de temps et je vais avoir des abdos, machin chouette. En fait, en trading, cette notion, elle n'existe pas. De donner du temps pour obtenir du résultat. Pour moi, quelqu'un qui comprend ça, il a tout compris. S'il utilise que très peu de temps, mais il arrive à faire 800 euros par mois avec le trading, les gens vont dire, oh bon, 800 euros par mois, non. Mais si le mec utilise 1 minute par mois, c'est incroyable, tu vois. Autant prendre, enfin, tu vois, c'est comme si tu avais acheté un appartement, tu le faisais louer, tu avais un locataire, enfin, et tu avais un loyer. Enfin, c'est ça, tu vois. Et genre, c'est incroyable que le trading te permet aujourd'hui d'avoir des résultats incroyables. Bon, bien sûr, on dépend du capital, etc., mais sans dépenser beaucoup de temps. Et j'invite, je pense toi aussi, à tous les débutants à se consacrer sur le temps et pas sur les profits ou le type de stratégie. Le temps Ouais. d'abord. Mais c'est vrai qu'on voit pas souvent. Enfin, il y a quasiment personne qui parle de temps, mais c'est vraiment une métrique ultra importante en trading. C'est pour moi la plus importante parce que La moi, plus importante. j'adore mon temps et je sais que mon temps est précieux et je trouve que cette activité est incroyable parce qu'elle permet à n'importe qui de s'y lancer sans temps, en Mm. fonction de la stratégie qu'il va bien sûr utiliser. Ensuite, tu m'as parlé que bah, tu avais vu pas mal de traders qui faisaient de l'overtrading et qui multipliaient les trades pour rattraper l'absence du plan. Dis-moi comment ça se passe, dis-moi généralement comment ce fléau arrive et les conseils que tu auras donnés pour plus que ça arrive, quoi. Alors, en général, moi, ce que je vois, c'est des traders, donc dès qu'ils vont perdre un trade, ils vont vouloir se rattraper. Ils vont vouloir reprendre un trade directement après, mais qui ne suit pas le plan. Par peur de l'échec, ils pensent avoir fauté, du coup ils essaient de se refaire, enfin, Ou par ego, ouais. par ego. Par ego, ou alors ils voient une perte et ils ont envie de la rattraper. Ils se disent, ça se trouve, j'ai mis peut-être mes 1000 euros, mes 1000 euros que je pouvais mettre mensuellement, et j'ai même peut-être risqué trop par rapport à mon plan. Donc si j'ai risqué trop et que j'ai perdu c'est pas, 100 euros sur ce trade alors que j'aurais dû perdre 50 euros, alors c'est plutôt du coup quelque chose de mauvais, que ce soit pour ta psychologie ou autre. Ouais. Et du coup, tu as envie de te rattraper et de regagner ces 100 euros-là. Je pense que vraiment rattraper ses pertes, bah, c'est aussi déjà être mal formé. On invite tout le monde à se former, peu importe comment, mais au minimum les bases. Et il faut jamais relancer un trade pour essayer de rattraper. C'est vraiment bah, du gambling à ce niveau-là. C'est du gambling pour rattraper ses pertes parce que généralement, tu vas pas les rattraper. Et tu leur relances une pièce au hasard et tu fais plus rien. Et généralement, tu dois pas le faire. Et le plus important dans ta question, c'était vraiment l'absence de plan. Parce qu'avec un plan, ça serait jamais arrivé. Si ton plan te dit que si tu prends un trade et que ton trade finit en SL, tu ne peux plus trader, tu vas pas le faire. C'est que généralement, il y a un problème de plan et que la personne a ouvert TradingView et MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 et lance des trades au hasard et des avis comme ça, tu vois. Donc ouais, ça c'est pas du tout la bonne chose. Mais ça fait partie de 70% des personnes, tu vois. C'est une majorité, c'est pas minorité parce que généralement quand je mentionne une erreur sur la chaîne YouTube et que pas mal des personnes qui regardent qui sont expertes, qui représentent une minorité vraiment, ils se disent ouais mais Ben ça on le sait. Non, tu vois, parce que 3/4 des personnes qui regardent une vidéo YouTube sont débutants. Ensuite, tu m'avais mentionné ne pas avoir de stratégie backtestée et ne pas connaître, le plus important, l'avantage statistique de la stratégie donc à suivre sur les marchés et ne pas connaître son drawdown de stratégie. Pourquoi c'est important? Explique-moi tout. Ouais, bah ça, je trouve que c'est extrêmement important parce que quand tu connais du coup, les données historiques de ta stratégie, quand tu as les backtestés, tu connais le win rate de ta stratégie, le drawdown max, tu sais exactement comment elle se comporte, on va dire mois par mois et année par année. Donc tu as exactement la rentabilité, les gains, les pertes. Tu connais par exemple le pire mois historiquement de ta stratégie. Par exemple, si on prend le cas de la double structure, on sait que le mois de mars, on ne le traite plus. Et ça, on le sait grâce au backtest. On ne l'a pas deviné. C'est vraiment les données qui nous l'ont montré. Et donc, tu peux faire pareil pour toutes les stratégies. Quand tu as ces données-là, tu sais exactement quand tu dois trader, quand tu ne dois pas trader. Moi, ça m'a extrêmement aidé aussi quand j'ai passé mes challenges. Je savais exactement sur quel mois, du coup, je ne devais pas trader, quel mois était plus profitable par rapport aux autres. Du coup, j'ai lancé mes challenges pendant ces mois-là. Ça m'a permis d'avoir l'avantage, on va dire, statistique de la stratégie sur ces mois-là pour pouvoir passer mes challenges de manière plus optimale. Ok, je voulais revenir sur quelque chose. Donc bien sûr, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver dans le futur, hein, c'est toujours des prévisions, mais tu peux aussi optimiser ça sur les jours. Et, ne pas trader le mardi, ne pas trader le vendredi, etc. Tu peux vraiment tout optimiser. De toute façon, plus tu as de data et d'échantillons, plus tu pourras avoir des données fixes. Mais généralement, donc, bien sûr, les performances passées ne reflètent pas les futures. Mais si au bout de 20 ans, le même mois n'était pas rentable, comme par exemple, bah, pas 20 ans sur la double structure, mais beaucoup d'années en double structure Mars pas rentable, là, cette année, les personnes ont essayé quand même de la trader, c'était pas rentable, tu vois. Même si tu respectais toutes les patterns de la stratégie et tout l'avantage, tu n'aurais pas eu la rentabilité. Et c'est pourquoi, bah, comme tu dis, si tu n'es pas backtesté, tu sais pas où tu trades. Et des personnes qui n'utilisent pas de méthode backtestée lancent des trades sur leur méthode toute l'année en pensant que ça a fonctionné, alors que ça tombe, il y a beaucoup de mois qu'ils ont tradé que c'était pas rentable, tu vois. Et ils n'ont pas la data, parce qu'ils ont, ou alors ils ont un test de 1 an, mais 1 an, ça veut rien dire. Ça tombe 1 an, c'est exceptionnel.
Et d'ailleurs, tu le sais, mais sur pas mal de backtests de stratégie, ça arrive qu'une stratégie soit pas rentable pendant une année complète. Mm. Et ça tombe, les 23 autres années ont été complètement rentables. Ça peut arriver. Il peut y avoir des subtilités, enfin vraiment des exceptions à la lettre dans des années par rapport à l'évolution du cycle économique, enfin pas mal de choses, tu vois, type Covid, etc. Bah, nous, Covid, ça va. Mais vraiment, ça peut avoir ce genre de choses. En plus, on a la possibilité de faire un backtest sur quasiment plus de 20 ans. Donc, si tu as des données historiques de ta stratégie sur 20 ans, tu as connu les guerres, l'inflation, le krach boursier, tu sais vraiment comment se comporte ta stratégie durant les différents événements mondiaux qui peuvent se passer. Donc, je trouve ça c'est extrêmement intéressant parce que tu connais on va dire l'état de ta stratégie. Bien sûr, les performances passées, c'est pas les performances futures, mais ça peut, tu peux te donner une idée. Par exemple, De toute façon, sans ça, t'as pas de données, quoi. Donc, t'es obligé de faire ça, quoi. tout ce qui est drawdown max, je trouve que cette donnée-là, elle est extrêmement importante. Et moi, par exemple, sur mes comptes propres firmes, je me base sur le drawdown max de la stratégie en question pour pouvoir définir mon risque. Parce que je sais, par exemple, si le drawdown max de ma stratégie, c'est moins 10 R, je sais que je peux potentiellement avoir une perte de 10 SL consécutifs. Donc, si j'ai 10 SL consécutifs sur mon compte propre firme, je sais très bien déjà que je ne vais pas risquer 1% par position. Sinon, tu pourrais perdre le compte en ayant respecté 100% de la stratégie. C'est ça. Et comme tu dis, la première question à se poser, c'est quand tu choisis ton risque pour les propres firmes, même si on l'avait dit tout à l'heure, c'est quoi ton drawdown? Si c'est 10, ben, tu peux pas mettre 1%, parce que tu peux perdre le compte, même en ayant tout bien fait. Et là, il vaut mieux avoir ces données-là, je trouve, sur au moins 20 ans. Au moins, tu as des données historiques, alors que si tu les as seulement sur un an, ça se trouve, ton drawdown max, il arrive au bout de... Enfin, il y a 10 ans. Alors que si tu as fait ton backtest seulement sur un an, bah, tu connais pas ton drawdown max historique de la stratégie. Bah surtout, ça tombe ça tombe la seule année où la personne a testé, c'était vraiment la meilleure année et qui pense son drawdown max est de 3, alors que la moyenne, s'il aurait pris ses 20 ans, c'était 14. Il va vite le voir. Tu vois. Il va faire 13 SL d'affilée, il va dire mais c'est pas normal, c'était 2. Tu vois. Donc ouais, ça c'est ok. On va parler ensuite donc du journal de trading, donc simple, efficace, on va pas revenir longtemps dessus. Mais journal de trading, pourquoi c'est important pour toi? Le journal de trading, pour moi, c'est là où j'ai récolté mes données, tous mes trades, j'ai mis tous mes graphiques, où je me suis corrigé. Donc c'est surtout ça le plus important, c'est que tu notes vraiment toutes tes erreurs. Donc quand tu fais une erreur sur un trade, tu vas noter j'ai fait telle erreur. Du coup, la prochaine fois que tu vas prendre un trade, tu vas regarder tes erreurs. Tu vas dire est-ce que j'ai fait cette erreur lors de la prise de position. Si c'est non, tu peux prendre la position. Si c'est oui, je prends pas la position. Ça te permet du coup d'évaluer ton niveau, d'évaluer ta maîtrise de ta stratégie et d'évoluer au fil du temps. Et c'est ça qui t'amènera du coup vers la maîtrise entière de la stratégie. Et du coup, ça revient en plus ce qu'on a dit précédemment. C'est vraiment l'étape à suivre jusqu'à la question quand est-ce que je peux me lancer en réel, quand est-ce que je peux me lancer en propre firme. Dès que tu n'as plus d'erreur dans ton journal de trading, c'est un peu le feu vert pour te dire je maîtrise à 100% la stratégie, l'avantage est déployé sur les marchés, maintenant je peux potentiellement aller en réel. Quoi. Ça revient à ce qu'on avait dit au début. En fait, c'est un peu comme quand tu fais de la cuisine. Quand tu as une recette de cuisine, je vais pas faire 20 fois la même recette, sauf que si tu n'as pas imprimé ta recette, tu vas faire 20 fois la même recette avec la même erreur. Ça se trouve, ça aura tout le temps le même goût. Ça sera mauvais. Alors que si tu as une recette et que tu sais que tu mettes autant de quantité de beurre, tu l'écriras la prochaine fois et tu le sauras. Et du coup, ta recette, elle sera extrêmement bonne. C'est pareil pour le journal de trading. Dans le journal, tu feras pas 20 fois la même erreur. Si tu n'as pas de journal, tu peux potentiellement faire 20 fois la même erreur. Simple. Ensuite, tu m'avais mentionné que beaucoup de personnes que tu avais rencontrées pensent vraiment que le trading peut améliorer leur vie, peu importe leur situation. Donc changer leur vie, et j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. Ouais, c'est vrai qu'en général, quand tu vois le trading, tu vois l'aspect un peu bling-bling sur les réseaux sociaux, tu dis que ça peut potentiellement changer ta vie, tu peux devenir pareil. Sauf qu'en général, c'est l'inverse. Quand t'es pas accompagné ou alors que t'as pas une stratégie qui fonctionne ou une méthode éprouvée, ça peut vraiment t'amener vraiment dans le plus bas, dans le down, comme pas possible. Surtout déjà, 3 quarts des personnes qui promotionnent le trading via du bling-bling, comme tu dis, du beau lifestyle, c'est eux-mêmes ne gagnent pas d'argent en trading. Là, c'est vraiment... parce que dans la réalité du trading, quand tu gagnes de l'argent en trading, tu sais que montrer ce genre de choses n'a rien à voir avec le trading. Et ça va motiver même les mauvaises personnes, parce que les gens, ils veulent ce lifestyle-là et ils l'auront jamais. Quoi. Enfin, je pense que si tu prends une vidéo d'un influenceur qui montre des belles voitures, etc., combien de personnes ont réussi à les avoir? Je ne sais même pas si ça existe. Tu vas devoir une personne sur 1 million en suivant ce genre de personnes. Hein. Ouais. C'est vraiment c'est impossible en choisissant ce rêve-là. Et c'est pour ça que généralement, quand tu choisis le trading, tu ne choisis pas pour les belles voitures ou pour les beaux cadres. Tu choisis de plus par la passion ou l'activité que c'est que plutôt ce genre de choses. Parce que ça ne va jamais t'amener. Et pour avoir une vie comme ça avec le trading, il va falloir faire des sacrées performances et être un sacré trader, tu vois. Et avoir aussi peut-être un capital. Déjà, en avoir général, un capital. quand tu veux te lancer et du coup réussir grâce au trading rapidement, potentiellement, c'est que tu es fauché et tu n'as pas forcément beaucoup d'argent. Donc si tu pars avec déjà cet aspect négatif-là et en plus tu veux
récupérer ton argent grâce au trading, c'est vraiment la pire des choses. Et j'avais dit quelque chose la dernière fois, mais tu sais, tu vois des Lamborghini, etc. Une Lamborghini, je sais pas, un Urus, ça doit être 300 000 euros. Ça fait combien de payout 300 000 euros sur un max allocation FTMO, tu vois? Ça prend combien de temps à avoir 300 000 euros de payout Ouais. avec un 400K? Tu vois, ça prend Ouais, bah, vraiment du temps. il faut vraiment du temps. Enfin, ça prendrait combien d'années? Tu vois, ça prendrait peut-être, je sais pas, 8 ans. Enfin, genre, ça prendrait. Enfin, tu vois, sans compter le scaling, etc. Mais ça prend énormément de temps. Même avec un max alloc FTMO, Ouais. on va prendre par exemple Ricardo qui faisait partie du top FTMO. Ricardo devrait faire au minimum, je sais pas moi, bah ouais, facile 7 ans, tu vois. 7 ans pour acheter un Lamborghini Urus, tu vois. Donc bon, déjà un top trader de chez FTMO, ça lui prendrait autant de temps. Alors imagine quelqu'un de lambda ou quelqu'un qui a des difficultés, tu vois. Alors que Ricardo il est né dans l'informatique, on est très loin de la vérité en mode ok, grâce au trading tu pourras changer de vie. Alors c'est pas vrai, ça sera jamais vrai, tu vois. C'est ça. Et du coup, la suite logique pour les questions, mais aussi sensibiliser les débutants sur tout ce qui va être influenceur, signaux de trading, etc. Et ne pas idolâtrer les gens. Et pourquoi aujourd'hui, les signaux de trading, déjà, je comprends même pas encore pourquoi ça existe. Parce que pour moi, je pensais que ça allait disparaître au fur et à mesure du temps que les gens allaient éduquer les gens sur YouTube. Mais non, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis. Je pense que les Ouais. gens voient la méthode facile, ils se disent potentiellement il y a des gains à faire. Ouais, mais ça a été debunk, tu vois, Ouais. c'est pas comme si c'était secret. Ça a été debunk, c'est pas possible de gagner de l'argent avec les signaux de trading, mais les gens vont encore sur les signaux de trading. Mais comme tu dis, c'est des gens qui veulent aller vite, donc ils se renseignent pas de base, quoi. C'est ça. Je pense que c'est facile de tomber là-dedans plutôt que d'aller se former. C'est vraiment la facilité. Que derrière, tu te bases, tu es complètement dépendant du coup du trader qui t'envoie des signaux. Ça se trouve, ces signaux-là, derrière, il n'y a même pas de stratégie. Non, Tu mais sais même pas ce qui se de toute passe. façon, je te coupe 2 secondes, mais à partir du moment où tu proposes des signaux à tout le monde sans vérifier qui c'est derrière, tu peux pas être rentable parce que si on part du principe que même dans l'utopie parfaite qui n'est pas vraie, le mec qui envoie le signal de trading a une stratégie avec un avantage. Si par exemple la personne derrière son téléphone prend des trades et rate un trade, il peut ne pas être rentable. Tu vois. Mm. Mais qu'est-ce qu'il sait le trader qu'il faut suivre tous les trades à la lettre pour avoir l'avantage? Il sait pas. Il sait qu'il y a des signaux. Ah, lui il me plaît pas, il va choisir. Tu vois. C'est mal intentionné de la part de la part du mec, même si en soi, si ça serait le meilleur trader. Genre, par exemple, si Ricardo aujourd'hui lance des signaux de trading, Ricardo serait aussi mal intentionné. Parce qu'il sait très bien en faisant venir des gens, par exemple, dans son groupe de signaux, Ricardo n'a pas de groupe de signaux, simplement, il y a des gens qui vont prendre des trades, mais pas tous les trades, et vont pas avoir les mêmes résultats. Donc, tu vois, déjà, de base, même en l'utopie parfaite où il y a une stratégie de fou qui est derrière, c'est pas possible, en fait, tu vois. C'est ça, tu auras toujours des écarts entre ce Oui, il y qu'ils aura proposent. des écarts. Entre toi, tu prends ton trade, t'es pas devant ton téléphone, donc tu peux pas prendre ton trade. Avec, je sais pas, 1 minute ou 5 minutes d'intervalle, tu poses totalement tous les Tout. résultats. Ouais, c'est ça, Poses quoi. tout. Et du coup, même dans l'utopie parfaite, c'est pas rentable. Et dans la grande majorité, si on prend 1000 personnes, il y a peut-être une personne qui va être rentable sur les 1000. Dans l'utopie où la stratégie, elle est bonne. Hein. Mais dans la réalité, déjà, la stratégie, il n'y a pas de stratégie. C'est déjà quand tu mets 3 TP, je sais pas comment ça se backtest, 3 TP. Enfin, tu vois, quand il y a 3 TP, les mecs ils mettent ah ok, j'enlève mon stop loss, ah je remets mon stop loss. Enfin, tu vois, c'est plus du gambling que des signaux de trading, mais ça marche bien parce que, comme tu dis, les gens ils veulent des choses rapides. Ah ouais, on m'envoie des signaux. En fait, c'est un peu la mode aussi des paris sportifs. Mm. Ah ouais, on m'envoie un pari, je vais le mettre, je vais le copier, je vais gagner de l'argent. C'est un peu la même chose avec les signaux de trading, sauf que, comme je t'ai dit, moi je comprends pas toujours comment ça fonctionne malgré les millions de debugs. Tu vois. En plus, en général, c'est des débutants, donc ils vont suivre les signaux de trading et ils n'ont pas, on va dire, la base du money management. Ils savent pas du tout combien on doit risquer par position. Donc ça se trouve, ils vont prendre un trade du signal, ils vont faire un TP, et ça se trouve, ils se sont dit, Incroyable. c'est incroyable, je vais mettre 2 fois plus. Et c'est là, Trop du cool. coup, c'est au fur et à mesure du temps, tu déchantes. Ouais, c'est sûr. En plus, ça fonctionne comme ça. Généralement, je regardais, j'ai un peu investigué sur les signaux de trading, etc. Quand la personne va subir une séquence gagnante, il va augmenter son risque, pensant que, ouais, ce trader-là, il envoie des bons signaux. Hein. Mm. Je vais augmenter mon risque et tout. Hop, le mec, il va gagner encore plus d'argent. Ouais, c'est sûr, lui, c'est un mec confiant, j'ai beaucoup de win rate, il va mettre encore un peu plus. Et là, il va commencer à avoir une série de loss et il va tomber à zéro sur son capital. Ah, les signaux de trading, ça marche pas, le trading, c'est de l'arnaque. Après, abandonne et ouais, c'est ça. Mm. Tu sais que n'importe qui, tu lui donnes 2 heures de formation, ne tomberait pas dans des signaux de trading. Juste 2 heures, pas une complète formation, mais 2 heures de formation où il s'éduque sur le sujet de la finance et du trading, ne tomberait pas dans les signaux de trading. Ça comprend les probabilités, etc., ce que je viens d'expliquer. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est même pas l'effort de 2 heures. Tu vois. Enfin, genre, c'est l'effort de 2 heures pour comprendre que c'est pas possible de gagner avec des signaux de trading. Ah oui, En dès soi, que- mathématiquement, tu peux gagner avec du copy trading. Parce que, ouais, du coup, là, c'est répliqué à 100%. Donc, mathématiquement, dans la théorie, c'est possible. Tu vois. Mais des signaux de trading manuels, non, c'est impossible. Parce que même quand tu vois, quand tu connais un peu l'aspect mathématique probabilité, tu sais qu'une stratégie de trading, derrière, c'est un modèle mathématique.
Donc tu peux te dire que ceux qui donnent des signaux, ils n'ont pas travaillé sur un modèle mathématique. Ah oui, Il faut vraiment se poser, avoir fait quand même une formation pour moi je sortir, on t'avais va dit dire, en une off, stratégie de training. je t'avais dit en off que j'avais vu un truc en mode ouais, à 1500 likes, j'envoie un trade. Mm. C'est comme s'il allait envoyer un trade de son chapeau magique ou de Ouais. sa poche, comme si tu pouvais pondre un trade comme ça, tu vois. Bon allez, 1500 likes, je vous envoie un trade sur le gold. Tu vois, ça c'est fou de se dire ça, tu vois. Si ça marche, c'est qu'il y a des gens qui en veulent, bien sûr, hein. Offre et demande. Mais si on devrait donner un dernier conseil par rapport à ça, c'est faites attention. Ou au minimum, formez-vous, même si c'est dans votre coin. Mais sur YouTube, maintenant, il y a pas mal de choses. J'ai fait des formations, par exemple, avec Yuan, on a fait 3 heures, une formation d'1 heure, on a fait plein de formations. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Formez-vous au minimum. Et après, potentiellement, quand vous avez les bases en finance, en trading, en money management, probabilité surtout aussi, mathématiques, bah ouais, là, vous pouvez commencer à faire un avis et faire des choix sur potentiellement votre orientation par rapport à votre carrière de trader. Se former au minimum et après, on voit. Mais pas vous lancer bêtement en pensant que tout va changer rapidement et que la vie est facile en suivant des signaux de trading, on pourrait avoir ce Lamborghini Urus, quoi. Ok, avant de terminer, Sophie, j'avais un truc à te demander. Qu'est-ce que tu penses donc de la chute du BTC et comment tu vois un peu l'atmosphère, la vision des gens quand ils voient le Bitcoin chuter? Est-ce que des fois, maintenant en tant que trader expérimenté, tu te dis, oh mais ces gens-là, en fait, ils sont pas du tout formés. Je pense que ça t'arrive tout le temps parce que bah, comme moi, on regarde souvent des réseaux comme Twitter, etc. Et les gens réagissent trop rapidement ou font des conclusions trop rapides sur le Bitcoin. J'aimerais bien avoir ton avis sur tout ça, sur la chute du Bitcoin, comment ça se passe psychologiquement sur les débutants, etc., quoi. Psychologiquement, je pense que les débutants, quand ils voient une chute, une forte chute du Bitcoin, ils se disent ça y est, c'est la fin. Il faut que je vende tout, c'est la fin. Je vais perdre tout mon argent. Et c'est ça, du coup, ça va animer aussi les réseaux sociaux. Donc, plus il y a de gens qui vont se dire c'est la fin, tout le monde va se dire que c'est la fin. C'est FOMO l'effet, collectif, c'est ça, ouais. FOMO collectif, c'est l'effet de masse. Et une fois que tu es formé, tu connais l'analyse technique, tu vas pouvoir définir des scénarios, tu vas pouvoir envisager, en tout cas, avoir des zones techniques qui te montrent que cet endroit-là sera potentiellement un endroit où oui, je pourrais, on va dire, vendre mes positions ou alors renforcer si besoin. Mais sans avoir ces bases-là en analyse technique, tu peux potentiellement, du coup, perdre ton argent en suivant du coup les gens ou les réseaux sociaux qui te disent faut vendre, c'est la fin du Bitcoin. Surtout, ce que tu dis, c'est que vraiment, quand le Bitcoin est dans le rouge, sur YouTube, sur n'importe quel réseau, il y a des vidéos tous les jours à une fréquence énorme, hein. Vraiment, c'est ouf. Comment veux-tu, en tant que débutant, je crois que c'est même pire que le trading, hein. Le trading forex, etc., je crois que c'est encore pire. Si tu commences la crypto ou le monde de la trading crypto et que tu n'es pas formé, la masse d'informations sur Internet et les gens qui font peur tout le temps, tu vois, c'est la fin, c'est la fin. Comment veux-tu garder ton argent dans ton compte en banque, enfin, tes cryptos dans ton wallet, tu vois? C'est chaud en vrai, tu vois, c'est très difficile. Et aussi, ouais, si tu pouvais parler de l'erreur majeure partie, parce que tu parles de l'analyse technique, donc pourquoi elle a précisé que l'analyse technique pour les décisions? Parce que simplement, le Bitcoin, c'est quelque chose qui est régi par l'offre et la demande. Et si techniquement, on peut lire simplement les intentions des autres personnes, c'est très intéressant de voir si un niveau clé a cassé et si les gens n'en veulent plus, le Bitcoin peut chuter, même si les institutions sont positionnées dessus, ça peut chuter très bas, voire même si personne n'en veut, peut disparaître, quoi. Et, ça délivre pas un service, quoi. C'est pas Apple, c'est pas Microsoft, c'est pas Nvidia. Et du coup, l'erreur qu'on s'est dit juste avant cette interview, c'était vraiment par rapport aux unités de temps. Et je pense que c'est vraiment 90% des gens. Je sais pas si tu peux nous expliquer, mais c'est une réalité qui est vraie. Mais c'est vrai, en général, ce qu'on voit sur les réseaux ou ailleurs, c'est des gens qui vont dire est-ce que je dois investir par exemple sur le Dogecoin, est-ce que je dois investir sur le Bitcoin, et on t'envoie un graphique en 1 minute ou en 5 minutes. L'investissement, c'est du long terme. Le Bitcoin, c'est pareil, quand tu investis dessus, ça va être pour du long terme. Donc tu vas pas regarder des unités de temps comme 1 minute, 5 minutes, même 15 minutes. Tu vas plutôt regarder du daily, du weekly. C'est vraiment de l'investissement sur plusieurs années. Par l'investissement, que ce soit sur crypto, actions, bourse, tu vas plutôt regarder des unités de temps type daily et plus. Moi, j'ai vu un mec avec une bio en mode only DCA, tu vois, c'était vraiment un fervent du DCA, etc., long terme, etc. Et il envoyait des graphiques 5 minutes en disant oui, là, gros signal englobante baissière sur le Bitcoin. L'englobante baissière 5 minutes n'a rien à voir avec ton investissement long terme. Et c'est pour ça qu'un conseil, quand vous faites de l'investissement, même que ce soit en bourse ou que ce soit l'investissement en crypto-monnaie, généralement, jaugez vos unités de temps par rapport à ce que vous voulez. Si tu souhaites investir pour les prochaines semaines, oui, tu peux regarder une temporalité courte. Mais si ton but est d'investir sur 10, 15, 25 ans, ton graphique en 5 minutes ou 10 minutes, il est inutile, complet. Enfin, ça sert à rien de regarder ça et va sur des temporalités comme weekly, daily, monthly, va sur des grandes échelles. Et là, tu pourras avoir une vision beaucoup plus globale sans stresser. Parce que oui, c'est sûr, si tu vois un écroulement en 15 minutes et que la personne ne comprend pas
cette différentiel, on va dire, d'unité de temps, on va dire, ah, c'est la fin du Bitcoin, tu vois. Mais non, tu vas sur un graphique weekly, ça va pas bouger, c'est toujours haussier, la théorie d'eau est toujours haussière. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de se lancer aujourd'hui. Mais le plus gros problème à chaque fois, c'est tout le temps la même chose, hein, c'est que manque de formation, manque d'information, et manque d'information fait perdre beaucoup plus d'argent que de savoir former, quoi. Ce qui est Et triste, surtout, quoi. ça te peut t'amener à faire des erreurs. Quand tu vois tout le temps tout ton graphique, tu dis je regarde en M5. Tu regardes ça toutes les heures, tu vois une grosse bougie baissière, Ah tu te oui, dis ouais, c'est en sûr. fait, pourquoi j'ai investi là-dedans? Bah, surtout que des personnes ont mis beaucoup d'argent dans le Bitcoin, ou Mm. même dans des cryptos, ou même dans des investissements en général, mais ils ne sont pas formés. Et bon, c'est facile à dire, hein, de se former avant de faire, mais en vrai, maintenant avec YouTube, à l'époque, je veux bien, tu vois. À l'époque, ouais, bon, l'information, elle est dure à aller chercher. Maintenant, c'est très facile et il y a des très bonnes informations sur YouTube, ou même sur d'autres réseaux qui peuvent te permettre d'avoir les bases. Et avec les bases, en investissement, tu peux réussir. Avec les bases en trading, je suis pas sûr que tu peux réussir parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais en investissement, avec des bases simples, tu peux réussir, tu vois. Ok, Sophie. Donc, si tu devais donner une chronologie parfaite, rapide, d'un point A à un point Z, vraiment la chronologie pour réussir en trading, ça serait quoi pour toi là? Pour moi, la chronologie, déjà, ce serait de commencer par apprendre les bases. Tu apprends les bases de l'analyse technique, les bases du trading. Après, une fois que tu as appris les bases, donc tu choisis une stratégie qui a fait ses preuves, qui est backtestée le plus longtemps possible. Et, idéalement sur plus de 20 ans. Une fois que tu as ta stratégie, tu la traînes en démo. Donc tu vas la traîner pendant plusieurs mois, voire une année. Il n'y a pas de temporalité fixe. Ça, c'est pas fixe. Ouais, ça dépend vraiment de chacun. En tout cas, jusqu'à ce que tu la maîtrises. Que ça devienne lassant, que tu fasses plus du tout d'erreurs. Donc bien noter du coup les trades dans son journal jusqu'à ne plus faire d'erreurs. Une fois que tu fais plus d'erreurs en démo, là du coup tu peux passer en réel. Donc tu passes en réel sur un petit compte propre. Ça peut être donc de l'argent que tu es prêt à perdre. 500, 1000 euros. En tout cas, c'est de l'argent où tu vas trader avec pendant donc une temporalité qui n'est pas fixe. Et tu vas devoir trader avec la même stratégie jusqu'à ce que tu aies des résultats et que tu sois rentable sur le long terme. Et une fois que tu as passé cette étape-là, du coup là, tu peux tester les prop firms. Passer en prop firm, donc acheter un challenge. Bien sûr, le challenge, donc tu peux soit te baser sur le backtest de ta stratégie pour choisir la meilleure période pour la passer. Donc, par exemple, si c'est un mois qui performe super bien les 10 dernières années, bah, potentiellement, c'est la bonne période pour passer ton challenge. Et là, tu as on avait dit, deux approches. Tu as l'approche qui est plus agressive, où tu achètes un challenge et tu risques, par exemple, 1% par position. Ou alors, tu as l'approche qui est un peu plus calme, moins agressive, où là, tu vas acheter un challenge et moins risqué. Tu vas risquer, par exemple, 0,25% par position ou 0,5% par position. Et du coup, quand tu choisis l'approche agressive, tu vas cramer des comptes. Donc, il faut que tu sois prêt à racheter des comptes régulièrement, peut-être des comptes tous les mois. Donc, il faut que tu aies, on va dire, une enveloppe qui soit quand même assez bien garnie pour pouvoir acheter tes challenges de manière régulière. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte dans la balance. Une fois que tu as ton compte financé, après, donc, le but, ça va être de trader toujours avec ta stratégie et de te baser donc, sur le drawdown max de la stratégie historiquement pour définir ton risque par trade. Comme ça, tu vas pouvoir donc, trader avec la même stratégie pour ainsi donc, générer des profits et éviter de perdre ton compte, de cramer ton compte parce que tu connais le drawdown max de ta stratégie. Donc, tu sais exactement combien tu peux risquer par trade sur ton compte. Et donc là, une fois que tu as ta stratégie, tu la trades. Ce qui est intéressant, c'est de garder une somme sur ton compte firme, ce qu'on peut appeler un matelas de sécurité, où tu vas te dire, du coup, si j'ai par exemple 5% de gains sur mon compte, je vais garder 2% de gains sur mon compte. Ça va me permettre d'augmenter, c'est-à-dire ma perte maximum sur le compte. Donc au lieu de perdre moins 10% pour cramer le compte, là je serai à moins 12%, que j'aurais gardé ce matelas de 2%. Et si le drawdown de la stratégie c'est moins 12 par exemple, du coup tu vas pouvoir au fur et à mesure du temps un petit peu augmenter ton risque. Et en augmentant ton risque, ça ne te fera pas perdre davantage. Donc, est-ce que ton matelas, il grossira au fil du temps? Donc ça, c'est aussi un conseil que je peux donner, un conseil que j'utilise et qui est assez pertinent, intéressant, pour pouvoir générer des gains et avoir un matelas de sécurité, augmenter, on va dire, tes gains et ton risque par trade, sans avoir à perturber le drawdown du compte et perdre le compte. Ok, très bien. Bah, tu as tout dit. En tout cas, merci Sophie, hein. Et merci pour toute la valeur que tu as pu délivrer. Et encore, je te souhaite félicitations. J'espère que l'année prochaine, tu auras encore accompli de nouvelles choses et qu'on pourra te réinviter avec encore plus de succès. Si les gens veulent te retrouver, donc poser des questions ou même suivre ton évolution hors de cette chaîne YouTube, ils peuvent te rejoindre sur Instagram si ça les intéresse. Tu partages ton quotidien, tu partages tes trades, tu partages des astuces de trade management, l'évolution de tes comptes propres firmes. Et bon, bien sûr, hein, les gens, vous attendez pas du lifestyle, etc. C'est uniquement 100% trading. Et voilà, bon, je mettrai bien sûr le lien dans la description. Et de toute façon, tu répondras à toutes les questions. S'ils ont des questions supplémentaires par rapport à ton trading ou quoi, quelque chose qui a manqué dans cette vidéo, tu pourras leur répondre. Et voilà. Donc en tout cas, j'espère que cet échange t'a plu. J'espère que tu es contente de revenir et que j'espère que l'année prochaine, tu reviendras avec encore de nouveaux profits. Et voilà. J'espère aussi. Ouais. En tout cas, merci pour l'invitation. C'était super cool. Et en espérant que l'année prochaine, du coup, on ait encore plus d'amélioration et d'évolution
pour présenter ça l'année prochaine. Ok, top. Merci Sophie en tout cas. Et je vous souhaite tous bon trading à tous et retenez bien les conseils de Sophie parce que c'est vraiment important. Ciao, ciao.